program, and this week we are going to have a large part for the news because we are going to give you a recapitulation of what happened in 1986. If you do not understand too much French, just keep watching and you will learn. Donc nous allons commencer avec la partie pour les nouvelles, et ici nous avons dans notre studio Jacques Malecot qui est en recherche dans la section de télécommunications, n'est-ce pas? Communication, et qui est très au courant de ce qui se passe en France, d'après ce qu'il m'a dit, et qui va nous donner une synthèse des événements dans les 86 et aussi de ce qui se passe un peu en ce moment en France. Donc, Jacques, bienvenue au programme franco-américain. Merci. Je vais donc commencer par vous poser des questions sur les événements de l'année 86. Si vous pouvez nous donner, disons, on va commencer peut-être avec les nouvelles politiques, et puis on va passer aux nouvelles économiques, et après peut-être un peu de nouvelles pour le sport. Quels sont, disons, les événements qui ont le plus marqué la France à votre avis, en 1986? L'année déjà 1986 a été très riche en événements politiques. Pourquoi? Parce que sur le plan politique, c'est le retour de la droite au pouvoir. Ce retour de la droite au pouvoir avec l'élection comme Premier ministre de M. Jacques Chirac, qui est devenu Premier ministre, et l'élection aussi d'une Assemblée nationale de droite. Alors, pensez-vous que est-ce que ça pose beaucoup de problèmes en ce moment que Jacques Chirac soit de droite? Bien, disons que on assiste à une nouvelle, comment dirais-je, à une cohabitation finalement de la gauche et de la droite, puisqu'en 1981, vous savez que la gauche est arrivée au pouvoir, que l'Assemblée nationale était de gauche jusqu'en 85, et comme l'Assemblée nationale, jusqu'en 86, excusez-moi, et que l'Assemblée nationale est élue tous les 5 ans, en 86, la droite est revenue au pouvoir puisque la gauche n'a pas satisfait ses électeurs. Or, l'originalité finalement du système politique et des institutions françaises, c'est que nous avons la cohabitation d'un président de la République qui est M. François Mitterrand et d'un Premier ministre, M. Jacques Chirac, qui est de droite. C'est cette cohabitation originale qui surprend beaucoup de pays, qui est le principal événement politique de la France. C'était à notre époque. Maintenant, sur le plan politique, il y a eu de nombreux événements. Ces événements sont très divers, notamment un scandale politique a agité la France ces derniers mois. Et ce scandale, il s'agit du carrefour du développement, où le ministère de la Coopération, sur quelques 25 millions de francs lourds ont été détournés et ont servi à différentes opérations occultes, d'où finalement un scandale politique qui a taché un petit peu l'image de marque de la gauche, puisqu'elle s'est passée sous le gouvernement de gauche en 83 et 84, et on l'a découvert seulement, et 85 d'ailleurs, on l'a découvert seulement en 86. C'est un peu un Watergate de France, c'est ça? Le Watergate, non, pas tout à fait, mais disons que la justice a mis en marche tous ces moyens pour découvrir la vérité. Exactement. Ok, donc d'après vous, ce sont les deux principales nouvelles politiques? Les principales nouvelles politiques en France. Ok. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis à propos de ce qui se passe avec Reagan a quelque chose, un rapport avec la France? C'est-à-dire du point de vue des fonds iraniens et de la vente des armes dont vous avez peut-être entendu parler. Est-ce que vous pensez que ça a beaucoup touché les Français ou bien ça ne les intéresse pas du tout? L'Iran Gate, eh bien, d'abord, je crois que la France est très proche des États-Unis. Donc tout ce qui touche les États-Unis touche les Français. Et effectivement, les Français parlent et écoutent toutes les nouvelles qu'il y a sur l'Iran Gate. Mais ce qui est assez surprenant, les Français pensent que les Américains sont naïfs en politique. Pourquoi naïfs en politique? Car il est évident qu'un pays comme les États-Unis, par sa puissance, ne peut se permettre de se couper toutes ses relations avec l'Iran. Et il est connu que les businessmen ont toujours vendu du
matériel, les pièces pays, détachées. n'importe quel pays Pièces détachées à l'Iran, a toujours vendu des pièces détachées à l'Iran, et que comme la France, les Américains ont des otages à Beyrouth, d'autres, j'ai vu aussi, étaient retenus en Iran, et qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de passer par la volonté des Iraniens. Car l'Europe et le monde occidental en général est pris en otage, lui aussi, par l'Iran, pour qu'elle puisse mener elle-même... Est-ce que vous savez par hasard combien d'otages français restent en ce moment? Il reste 5 otages français, 7 Américains et 5 Français. 7 Américains et 5 Français. Exactement. Il y a deux diplomates, 2 journalistes, et un membre du CNRS qui est un chercheur et qui est peut-être mort, puisque des photos ont été diffusées à la télévision montrant son cadavre. Ah bon? Est-ce que vous pensez que, comme je vous l'ai déjà demandé, que la France pourrait peut-être utiliser certains de ces pays, disons, amis, pour pouvoir essayer de libérer ces otages au lieu de faire... disons, appel à d'autres moyens. Mais comme les États-Unis, la France intervient auprès de ces pays amis pour essayer de libérer ces otages de différentes manières. Je sais que les États-Unis se servent de la Suisse, par exemple, pour essayer de régler leurs problèmes en Iran, puisqu'ils n'ont aucune représentation diplomatique. La France se sert essentiellement de la Syrie et de l'Arabie Saoudite. Puisque la France a de très bons rapports commerciaux avec l'Arabie Saoudite et la Syrie, puisque juste après la Première Guerre mondiale, la France a occupé ce territoire et a toujours gardé d'excellents rapports avec la Syrie. D'ailleurs, au moment où Mme Thatcher a coupé ses rapports diplomatiques avec la Syrie, la France a toujours essayé de les garder, d'une part, et puis aussi de modérer les tentatives de rupture de la communauté européenne avec la Syrie, pour essayer de garder un contact avec les Syriens et garder un contact avec ses otages. Car c'est un moyen aussi, en ayant de bons rapports avec la Syrie, de libérer à long terme les otages français. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a peut-être une influence un peu plus poussée pour la Libye, avec la Libye? Difficile de dire que l'Algérie a un rapport particulier, mais il ne faut pas oublier que le Maroc a fait un rapprochement avec la Libye et que le Maroc a toujours eu de très mauvaises relations avec l'Algérie. Alors je ne pense pas que l'Algérie ait de très bons rapports avec la Libye. Ah, d'accord, donc ce ne serait peut-être pas un pays à considérer. Ok, nous allons peut-être passer à quelques nouvelles 86 pour, disons, économique. Nouvelle économique, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez? Bien sûr, le plan économique, la France a réduit son inflation. En 1985, je crois que l'inflation était de 4,9%. Aujourd'hui, elle est de novembre 85 à novembre 86, elle est de 2,1%. Je pense que pour l'année 86, ça sera de 2,4%. C'est un succès. Pourquoi la France a réduit son inflation? Tout simplement parce que nous avons une baisse du dollar. Le dollar est passé de 11 francs en janvier 85 à 6 francs 40 aujourd'hui. Donc il y a une baisse du dollar très, très importante. D'autre part aussi, vous avez la baisse du prix du pétrole. Vous savez que le baril brut est tombé à 6-7 dollars il y a quelques mois. Maintenant, il est passé à 15 dollars environ, 13 dollars. Et le fait que la France est un pays importateur, qu'elle a réduit son importation et qu'elle paye moins cher son pétrole, ça a eu une conséquence directe avec l'inflation. D'autre part aussi, vous savez que depuis plusieurs années, la politique salariale a bloqué les prix. Il n'y a pas d'augmentation des prix des salaires, du moins pas d'augmentation des salaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de grands mouvements sociaux en France qui manifestent contre ce blocage du prix des salaires. Des salaires, c'est très important de savoir que votre salaire augmente. Est-ce que vous pensez que les syndicats, étant donné que ça a l'air d'être en rapport avec les salaires, est-ce que vous pensez que les syndicats en France ont perdu un peu de leur pouvoir en 86 ou bien dans les dernières années? On pensait en 85 que les syndicats avaient perdu un peu d'influence à l'intérieur de la société française.
puisque si on prend que les grandes sociétés françaises, si on prend les sociétés, les sociétés automobiles par exemple, le cas de Renault, on s'aperçoit que la CGT, qui est très proche du Parti communiste français, a perdu énormément d'influence aux élections, aux dernières élections à Renault, a perdu l'influence au sein du mouvement de base ouvrier. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a moins d'ouvriers qui sont adhérents, ou est-ce que ça veut dire que les grands patrons ne les écoutent pas autant? Il y a une chose à savoir, c'est que les ouvriers ont réorienté leurs choix syndicaux. Finalement, ils sont passés beaucoup plus à droite, tout en étant à gauche, mais vers d'autres syndicats que des partis beaucoup plus des partis syndicaux, enfin des syndicats, excusez-moi, des syndicats comme la CGT. Ok. Et vous pensez que cela va continuer dans ce sens en France? Eh bien, les dernières manifestations en France ont montré que finalement les syndicats ont un pouvoir important en France. Ils l'ont gardé, puisque vous avez de nombreuses grèves. Vous avez des grèves sur le plan des transports. 40% des métros ne circulent pas à Paris. 67% des bus ne circulent pas à l'intérieur de Paris. Mais ça a un effet néfaste en fin de compte. Mais disons que la revendication syndicale est toujours existante et elle met en danger pour l'économie de la France. L'économie de la France, pas seulement l'économie de la France, mais ça se porte surtout sur le pouvoir politique du Premier ministre, de Jacques Chirac. Puisque c'est lui qui gouverne la France, puisque c'est lui qui a une Donc c'est un échec pour lui, n'est-ce pas? Ce n'est pas un échec, puisqu'il n'y a échec qu'à partir du moment où vous avez un résultat. Alors là, vous avez une négociation. Donc à partir du moment où il y a une négociation, la négociation n'a pas abouti. Mais quand je veux dire échec, je veux dire que d'après les nouvelles, c'est que le déficit en France, ça va très vite là, à cause de cette grève. Déficit, je crois que ça... Point de vue perte de revenus en France. Je crois que ça n'a aucun rapport. Ah bon, justement, ça... si ça n'a aucun rapport... Le déficit commercial de la France est un déficit dû aux exportations et importations à l'intérieur du pays. Vous avez plus d'importations que d'exportations. Là, nous avons un déficit commercial. D'accord. C'est très différent. D'accord, mais ça quand même, ça contribue aux revenus. Enfin, j'ai entendu que la Banque de France était en difficulté à cause de cette grève. Oui, là c'est différent, c'est que le franc, qui est une monnaie faible, est attaqué sur le marché extérieur. C'est-à-dire qu'on parle actuellement d'une dévaluation du franc vis-à-vis du mark. Le mark est une monnaie forte, le franc est une monnaie faible. Or, si elle est attaquée sur le marché extérieur, il est peut-être possible que le franc soit dévalué. Mais effectivement, on est en période de trouble politique, et en période de trouble politique, à partir du moment où il y a un trouble, c'est une répercussion sur la bourse parisienne. Or, s'il y a une répercussion sur la bourse parisienne, ça veut dire que les actions françaises risquent de baisser. D'accord. Voilà, d'après tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les nouvelles qui se passent en France et les nouvelles d'ici, c'est-à-dire notamment l'inflation qui a beaucoup diminué aux États-Unis aussi, et aussi, comme vous dites, le pouvoir des syndicats qui a aussi diminué aussi avec le nouveau président. Et est-ce que vous pouvez me dire quels sont d'après vous les autres événements qui sont d'après vous très similaires à ce qui se passe aux États-Unis? Disons qu'on a un certain nombre d'événements similaires aux États-Unis et en France. Disons qu'on a parlé du l'Iran Gate avec la prise des otages. La France est préoccupée vis-à-vis des otages. La France aussi a un problème de terrorisme. Vous savez que Action Directe a mis à mal, est entrée en lutte contre le pouvoir actuel de la police française. Il y a eu de nombreux attentats, notamment le dernier attentat a été contre l'assassinat du PDG de Renault, mais aussi une tentative d'assassinat de l'ancien ministre de l'Intérieur, Alain Perfit, qui était ministre de l'Intérieur sur différents gouvernements.
C'est après Après, Ah bon une tentative d'homicide assassinat. Et finalement, c'est son chauffeur qui est mort dans l'attentat. Et il est resté sain et sauf. Ah bon, d'accord. Mais l'action directe, qui est un groupe terroriste, et qui s'est manifesté en même temps que les Iraniens en France, en lançant des bombes ou en faisant exploser des bombes dans des magasins ou contre les personnalités politiques, a créé une période d'insécurité en France, et c'est l'une des plus grandes préoccupations des Français actuellement. Le terrorisme. Ah bon. Comme cela a été dans le passé avec les brigades rouges en Italie, ou cela l'est toujours avec l'ETA en Espagne. Mais la France découvre, puisqu'elle a été jusqu'à maintenant protégée du terrorisme. Et depuis cette année, et 86, on a un terrorisme actif en France, et les Français découvrent ce que c'est que le terrorisme. Ok. Enfin, le terrorisme n'est pas très aussi évident ici qu'en France, je trouve. Enfin, il n'y a pas tellement d'attentats ici. Tous les attentats qui se passent contre les Américains se passent en dehors du pays. Par contre, les attentats contre les Français se passent à l'intérieur du pays. Donc, exactement. Et ce sont les Français qui sont touchés et qui peuvent mourir au coin d'une rue parce qu'une bombe a été... en disant que peut-être que les Américains sont un peu plus protégés sur leurs frontières contre les terroristes que les Français peut-être. Je ne suis pas sûr. Je crois que les États-Unis sont très vulnérables. Car il est plus facile de faire sauter une bombe quelque part si elle est bien placée. Il est très facile aussi de fabriquer une bombe. Mais comment ça se fait que ça se passe pas? Donc enfin pas autant qu'en France. Disons que la politique qui est menée par les groupes terroristes, qui est notre politique vis-à-vis des États-Unis, et elle a lieu surtout dans les détournements d'avions ou des prises d'otages d'Américains à l'étranger. Les Américains, c'est du terrorisme, on les attrape dans l'air, n'est-ce pas? Enfin, aussi, vous avez mentionné comme nouvelle similaire, c'est le Star Wars, donc, qui a aussi, disons, qui préoccupe aussi la politique française, n'est-ce pas? C'est-à-dire le projet Star Wars. Est-ce que ça préoccupe le président des États-Unis, de France? De France, oui. Disons que la France a développé un autre projet parallèle au projet américain. Ce projet français s'appelle le projet Eureka. C'est-à-dire que la France a essayé de réunir les membres de la communauté européenne économique pour essayer de lancer des études pour essayer de développer le matériel de guerre et de défense de l'Europe vis-à-vis de l'Union soviétique. On parle de similarité aussi, c'est que jamais les États-Unis n'ont été autant appuyés dans la politique internationale depuis l'arrivée d'un gouvernement de gauche au pouvoir en France qu'ils l'ont été par le passé par la droite. Et c'est assez intéressant, car François Mitterrand a montré toujours une très forte, comment dirais-je, a été très critique vis-à-vis de l'Union soviétique, beaucoup plus critique et beaucoup plus tranchant vis-à-vis de l'Union soviétique que la droite l'a été par le passé. D'autre part, d'autres événements d'actualité sont intervenus. Par exemple, Challenger a explosé en vol. La France a aussi, avec l'Europe, un programme spatial qui se réalise avec une fusée qui s'appelle Ariane. Et si elle a connu quelques succès, en 86, elle a connu aussi des échecs puisqu'elle a été plusieurs fois détournée en vol et qu'elle a explosé en vol. Ça a l'air très similaire. Donc, donnez-nous des nouvelles sportives un peu parce que ça a l'air... Il y a des nouvelles sportives en France. Les principales nouvelles, on donnera les résultats d'Alain Prost, par exemple, qui est un succès français, puisque c'est la deuxième fois qu'il est champion du monde automobile. Et il est arrivé premier donc l'année 1986, il est arrivé premier en 1985, premier en 1980, second en 1984 et second en 1983. Ça montre que c'est un excellent pilote automobile. French Kiss malheureusement a été éliminé de la Cup of America, America Cup. Je crois aussi que le voilier californien et USA a été aussi éliminé de cette compétition comme challenger.
Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nouvelle? Et puis c'est aussi assez surprenant, c'est la victoire de Greg LeMond, qui est un Américain au Tour de France. Le Tour de France cycliste qui a lieu en juin, juillet de chaque année. Et c'est la première fois qu'un Américain vient triompher en France. Et c'est un succès américain, mais c'est aussi un succès du Tour de France, puisqu'il s'est ouvert aux autres nations. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Je crois que je vous inviterai à nouveau parce que j'ai pas eu le temps de vous poser des questions sur la Bolivie du problème de drogue. Donc peut-être que vous aurez peut-être une minute de nous dire ça. Vous êtes au courant de ce qui se passe au sud, sur l'Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous dire très brièvement ce qui se passe exactement du point de vue pour arrêter, disons, la contrebande de drogue vers les États-Unis, notamment la cocaïne qui contribue, comme vous avez dit, à une très grande partie du budget de la Bolivie. Eh bien, disons ce qu'il faut dire sur l'Amérique du Sud et notamment de la Bolivie, puisque j'ai vécu 2 ans en Bolivie, c'est qu'on a eu une intervention américaine armée en Bolivie pour lutter contre ce que les Espagnols appellent le narcotraficante, c'est-à-dire la production de drogue et l'envoi sur les États-Unis de la cocaïne. Il faut dire que la Bolivie est un pays très pauvre, que nous avons eu en 1985 8000% d'inflation. C'est un chiffre énorme, puisque lorsque on avait par exemple 300% d'inflation pour Israël, on parlait d'une catastrophe. On imaginez ce que ça représente, 8000% d'inflation dans un pays, c'est quelque chose de délirant. Et cette lutte contre la cocaïne apparaît quelque chose de très bon dans la mesure où il faut bien sûr lutter contre la consommation de drogue dans les pays occidentaux, mais je ne sais pas si elle sera très efficace, car c'est un des principaux revenus de la Bolivie, et on dit qu'un 1/6 de la population vit de la production et de la vente de la cocaïne. Donc je crois que ce sera très très difficile pour les États-Unis et pour le monde occidental en général de lutter contre la production de drogue. J'ai l'impression qu'on devrait peut-être vous inviter à nouveau. Donc cela conclut un peu, sans vouloir conclure, la partie nouvelle que l'on poursuivra un autre jour, j'espère. Nous allons passer maintenant à la partie pour les enfants et ce sera une histoire. We will do now the part for children and we are going to be telling you a story. Merci d'être passé nous voir. Je suis sûre que vous viendrez à nouveau. Voilà, au revoir. My name is Deborah Clark. When you know someone who's sad or lonely or feeling down, it's important that you make him feel happy or wanted or cared for. This is a story called Do You Know What I'll Do? One day, a little girl said to her brother, Do you know what I'll do when the flowers grow again? I'll pick you a bunch and you'll be happy. Do you know what I'll do when it snows? I'll make you a snowman. Do you know what I'll do when it rains? I'll catch the rain in a pail for your plants. Do you know what I'll do when the wind blows? I'll put it in a bottle and let it loose when the house is hot. Do you know what I'll do at the seashore? I'll bring you a shell to hold the sand of the sea. Do you know what I'll do in the city? I'll buy you a surprise. Do you know what I'll do at the movie? I'll remember the song and sing it for you. Do you know what I'll do in the night? If you have a nightmare, I'll come and blow on it. Do you know what I'll do at the party?
I'll bring you a piece of cake with a candle still in it. Do you know what I'll do on my walk? I'll look at the clouds and tell you the shapes when I get home. Do you know what I'll do when I wake up? I'll remember my dreams and tell them to you. Do you know what I'll do when I grow up and am married? I'll bring you my baby to hug, like this. Hi, I'm now just going to tell you the very same story in French and try to pick up the words. The story is about a little girl who tried to cheer up her little brother. Un jour, une petite fille dit à son petit frère, sais-tu ce que je ferai quand les fleurs pousseront à nouveau? J'en cueillerai un bouquet et tu seras content. Sais-tu ce que je ferai lorsqu'il neigera? Je te ferai un bonhomme de neige. Sais-tu ce que je ferai lorsqu'il pleuvra? J'attraperai la pluie dans un petit seau pour tes plantes. Sais-tu ce que je ferai lorsque le vent soufflera? J'en mettrai un peu dans une bouteille et je le laisserai s'échapper lorsqu'il fera chaud à la maison. Sais-tu ce que je ferai lorsque j'irai à la plage? Je t'apporterai un coquillage qui contient le son de la mer. Sais-tu ce que je ferai lorsque j'irai en ville? Je t'achèterai une surprise. Sais-tu ce que je ferai lorsque j'irai au cinéma? J'essaierai de me rappeler la chanson et je te la chanterai à mon retour. Sais-tu ce que je ferai la nuit? Si tu fais un cauchemar, je soufflerai dessus pour qu'il s'en aille. Sais-tu ce que je ferai à la fête? Je t'apporterai un morceau de gâteau avec une bougie dessus. Sais-tu ce que je ferai lorsque j'irai en promenade? Je regarderai les nuages et lorsque je rentrerai, je te raconterai les formes que j'ai vues. Sais-tu ce que je ferai lorsque je me réveillerai? Je me souviendrai de mes rêves et puis je te les raconterai. Et sais-tu ce que je ferai lorsque je grandirai? Je me marierai. Je t'apporterai mon bébé et tu l'embrasseras comme ça. Okay, so this concludes the part for children. Thank you for joining us, and we'll catch up next week on the variety part because we don't have time this week. We'll have a lot of musical numbers next week. Thank you again for joining us, and until next week, thank you.